Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez vertigineux, l'effet domino de l'intelligence artificielle. Bonjour. Oui, comment une seule avancée peut enclencher une réaction en chaîne qui, au final, remodèle toute la société? C'est ça. Et pour analyser ça, on a un extrait de l'IA comme moteur de l'innovation technologique et sociale de Pierre Frazer. Il est linguiste et sociologue. Un excellent point de départ. Notre mission, c'est pas juste de comprendre la tech, mais de retracer son histoire. Et quelle histoire! C'est une saga, vraiment. Ah oui, il y a de tout, hein. Des promesses folles, des rivalités académiques, une quasi-disparition même. Et puis, cette renaissance spectaculaire qui change tout. Et ce qui est fascinant avec l'approche de Fraser, c'est qu'il nous montre que le boom actuel de l'IA, c'est pas un truc qui est sorti de nulle part. Non, c'est clair. C'est vraiment l'aboutissement d'un cycle de plus de 60 ans. De haut et de bas. Et au fond, on va explorer comment une idée qui était jugée complètement sans avenir, privée de financement, Morte et enterrée, oui. a pu devenir le moteur d'une nouvelle ruée vers l'or. C'est une sacrée histoire de persévérance. Mais d'ironie du sort, hein. On va le voir. Bon, alors, déballons ça. Le point de départ, il n'est pas si récent, n'est-ce pas, hein? On pense souvent au match d'échecs de 1997, dit Blue contre Kasparov. Oui, c'était un moment clé pour le monde public. Absolument. Fraser dit que ça a redonné un second souffle à l'IA qui sortait d'une longue période de déprime. C'était un coup de projecteur énorme. Mais le vrai tournant technologique, la vraie secousse, c'est pas ça. Non, le vrai tournant, c'est l'émergence d'algorithmes beaucoup plus performants basés sur ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning, l'apprentissage profond. Et pour trouver la racine de cette idée, l'auteur nous ramène bien plus loin, Beaucoup plus loin. En 1958. avec une machine qui porte un nom presque poétique, le percepton. Voilà, le percepton. C'est là que le premier acte se joue. C'est une thinking machine, une machine pensante, expérimentale, développée à l'université Cornell par Frank Rosenblatt. Et son idée, c'était quoi au juste? Son idée était dingue pour l'époque. Au lieu de programmer des règles, il voulait que la machine apprenne. Qu'elle apprenne toute seule. Exactement, en imitant en fait le fonctionnement d'un réseau de neurones. Un cerveau, quoi. Attendez, en 1958. C'est fou. Les ordinateurs, c'était des armoires à l'époque, hein. Ah oui, c'est de la pure science-fiction. D'ailleurs, Fraser cite le New York Times. Rosenblatt annonce que sa machine pourra un jour lire, écrire. Et même avoir une conscience-aison, c'est d'une audace. C'est de l'audace ou de l'hubris, c'est selon. Mais cette promesse, elle a électrisé tout le monde. J'imagine. Mais cette vision prometteuse, elle a connu un coup d'arrêt assez brutal, non? Que s'est-il passé? On passe de l'euphorie à la douche froide, oui. En 1969, deux chercheurs très influents du MIT, Marvin Minsky et Seymour Papert, publient un livre. Et Fraser le qualifie de dévastateur. C'est le mot. En gros, il démontre mathématiquement que ce modèle simple, le perceptron, a des limites, qu'il est impossible pour ce type de réseau de faire des tâches complexes. Et l'impact de ce livre? A été cataclysmique. Ce n'était pas juste une critique, c'était une exécution en place publique. Donc ce n'est pas qu'un débat scientifique entre collègues, là. Pas du tout. C'est un assassinat politique d'une idée. Et la conséquence directe, elle est dramatique. Les agences qui finançaient la recherche, elles ont lu ça et elles ont fermé les robinets. Voilà. Du jour au lendemain, quasi plus aucun fonds pour cette approche. C'est le début du premier hiver de l'IA. Le domaine devient un cul-de-sac. Une idée maudite. C'est là qu'on arrive à une ironie historique assez savoureuse quand même. Ah oui. Fraser souligne que les travaux des critiques, Minsky et Papert, n'ont jamais vraiment débouché sur des applications majeures. Non, alors que l'idée qu'ils avaient enterrée, elle, était juste en hibernation. Et c'est là qu'une poignée de chercheurs entre en scène. Ceux qui ont gardé le fort. Exactement. Pendant les années 80 et 90, à contre-courant, des gens comme Geoffrey Hinton, Yann Lequin, Yoshua Bengio se sont entêtés. Fraser insiste sur le rôle de Hinton à Toronto. Il a continué d'y croire alors que tout le monde disait que c'était une voie de garage. Un suicide de carrière même. Carrément. Alors qu'est-ce qui fait qu'en 2006, tout à coup, ça explose? Pourquoi cette année-là? C'est un mélange de deux choses. D'abord, la puissance de calcul des ordinateurs avait enfin rattrapé la théorie. D'accord. Et en 2006, Hinton et deux de ses étudiants publient une étude qui est une vraie bombe. Il faut se rappeler que le terme réseau de neurones avait une réputation exécrable. Et là, leur système arrive et il bat à plat de couture tous les systèmes existants. Sur la reconnaissance vocale, faciale, la catégorisation d'images, tout. Donc, c'était pas juste un peu mieux. Ça a complètement changé les règles du jeu. Un choc immense. Et c'est là qu'arrive un détail que Fraser trouve très amusant.
Ah, ok. L'expression réseau de neurones était tellement toxique, tellement associée à l'échec, qu'ils ont décidé de ne plus l'utiliser. Non, c'est vrai. Ils ont fait du marketing? Totalement. Un relooking de marque. Ils ont rebaptisé ça Deep Learning. Apprentissage profond. C'est plus sexy, c'est sûr. Beaucoup plus. Et comme le dit Fraser, rien de mieux que de revamper un terme pour relancer la marque. C'est incroyable. Et ce nouveau nom, Deep Learning, a visiblement marché au-delà de toute espérance. La percée de 2006, elle déclenche ce que l'auteur appelle une ruée vers l'or. Le mot est bien choisi. La réaction des géants de la tech a été immédiate, féroce. En moins d'1 an, les chasseurs de tête de Google, Microsoft, Amazon, Ils ont été lâchés sur le monde académique, avec une seule mission, débaucher la poignée de chercheurs qui maîtrisaient cette magie noire du deep learning. L'enjeu était devenu stratégique, financier. L'entreprise qui mettrait la main sur Hinton et ses disciples prendrait une avance décisive sur Wall Street. des milliards de dollars, oui. Et c'est là, je suppose, qu'on voit vraiment l'effet domino se mettre en place. Exactement. Le premier domino, c'est cette guerre des talents. Et Fraser prend l'exemple de la voiture autonome de Google. Sans la percée de Hinton, ce projet, ça restait de la science-fiction. D'accord. Sa découverte a permis de créer des systèmes de vision par ordinateur fiables. C'est le deuxième domino. Et ce domino-là, Rend possible la voiture autonome. le troisième domino. Voilà. Et la chaîne ne s'arrête pas là. Une fois que la voiture autonome devient possible, ça déclenche une avalanche d'autres choses. Comme quoi, par exemple? La voiture autonome a besoin de capteurs plus performants, donc ça pousse toute l'industrie du matériel. Elle a besoin de cartes en HD, ce qui crée une nouvelle industrie de la donnée. Ça remet en question les assurances, l'urbanisme. La logistique, le droit du travail, chaque domino qui tombe en pousse 10 autres. C'est sans fin. Et on peut appliquer ce raisonnement partout. Un système qui reconnaît des images, ça ne sert pas qu'aux voitures, en médecine. Précisément. En médecine, ça peut analyser des radios, déceler des tumeurs avec une précision parfois supérieure à celle d'un humain. Et là encore, le domino tombe. Ça crée des start-up, ça soulève des questions réglementaires, éthiques, sur la responsabilité en cas d'erreur. C'est une cascade de conséquences qui découlent toutes, au départ, de cette seule avancée de 2006. Cette sensation de cascade, de réaction en chaîne qui ne peut plus être arrêtée, ça donne un peu le vertige. Oui, On a l'impression que c'est moins un processus qu'on contrôle qu'une force de la nature qui a été libérée. et d'après Fraser, ce n'est pas juste une impression. Il s'appuie sur un penseur français assez radical pour ça, Jacques Ellul. Mhm. Et Ellul dit, je cite, « Lorsque telle découverte technique a lieu, il s'ensuit presque par nécessité telles autres découvertes. » Presque par nécessité, c'est une idée très forte. Ça veut dire que l'étincelle de génie humain devient presque secondaire. C'est ça. Ellul dit qu'une fois qu'une découverte est faite, la suivante devient presque évidente pour n'importe qui dans le domaine. La découverte est mûre, elle est dans l'air. Si Hinton ne l'avait pas faite en 2006, quelqu'un d'autre l'aurait faite en 2007 ou 2008. Probablement. Le génie serait juste la personne au bon endroit au bon moment. Ça change notre vision du grand inventeur solitaire. Et ça mène à une conclusion encore plus troublante, je crois. Oui. La deuxième idée d'Ellul, c'est que dans une civilisation, le progrès technique ne peut jamais être arrêté, encore moins reculé, sauf si la civilisation elle-même s'effondre. Donc, tant que notre société fonctionne, la technologie avance. Inexorablement, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et Fraser applique ça directement à l'IA. Si on suit cette logique, on est, et il met des guillemets, condamné à vivre dans une société façonnée par l'IA. Pas de bouton stop, pas de marche arrière possible. L'IA va, je cite, percoler dans les moindres recoins de la société. C'est une conclusion qui nous enlève notre sentiment de contrôle, en fait. Totalement. Et Fraser pousse le raisonnement à l'extrême pour nous faire réagir. Il écrit « Conséquemment, si nous ne voulons pas être conditionnés par l'IA, il faut faire en sorte de conduire notre propre civilisation à son propre effondrement. » C'est une formulation choc, bien sûr. C'est pour provoquer. Bien sûr, il ne suggère pas de tout faire sauter, mais il utilise cette hyperbole pour nous mettre face à ce qui ressemble à une force déterministe, une force qu'on a nous-mêmes mise en mouvement. Alors, si on récapitule ce parcours incroyable, on est parti de la promesse du perceptron en 1958. On a traversé un long hiver provoqué par une critique académique. On a vu une poignée de chercheurs persévérer dans l'ombre, pour arriver à la percée de 2006 qui déclenche cette ruée vers l'or et cet effet domino qui ne s'arrête plus. Et on finit face à cette question vertigineuse, est-ce que le progrès est, au fond, inarrêtable? Et le point central de l'analyse de Fraser, c'est ça. L'histoire de l'IA
est l'illustration parfaite d'un progrès qui a son propre élan quasi autonome. On en revient à notre question du début, pilote ou passager. L'histoire semble pencher pour la deuxième option. Malheureusement, oui. Fraser conclut en notant que c'est une mine d'or pour les auteurs de science-fiction, mais un vrai casse-tête pour la société. Et ça nous laisse avec une pensée finale, une question qui dépasse la technologie. Si le progrès suit sa propre logique, ce chemin presque inévitable, quel est alors le véritable rôle de l'humain dans tout ça? Sommes-nous les pilotes qui choisissent la destination, les simples passagers d'un voyage qui nous échappe, ou, et c'est peut-être le plus troublant, ne sommes-nous que les ingénieurs qui ont conçu un véhicule dont on a déjà perdu le contrôle?